Le 20 janvier 1934 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil du film La bataille, texte intégral. Le petit roman de M. Claude Farrère partage avec Les Trois Mousquetaires, Les Misérables et quelques autres livres de taille l'honneur d'avoir inspiré déjà deux films, l'un sonore, l'autre muet. En dépit des kimonos, des bouddhas et des jardins nains, le drame sentimental qui met aux prises le marquis Yorizaka, sa femme Mitsuko et le capitaine anglais Fergan vient assez mal à l'écran. Il faut beaucoup d'images pour rendre compréhensible cette esquisse de psychologie asiatique, et cependant il ne se passe à peu près rien. Monsieur Nicolas Farkas, nouvel adaptateur de La bataille, ne s'en est pas mieux tiré que son prédécesseur. Son film est fait de deux parties nettement tranchées. La première est fort ennuyeuse et semble s'éterniser. Comme toujours, en simplifiant, en grossissant, le cinéma crée des situations à peine plausibles. On insiste inutilement sur l'attitude double du marquis Yorizaka, qui entretient avec soin chez lui une atmosphère occidentale, pour mieux séduire les Blancs, leur arracher ce qu'ils croient être leur secret, mais va se recueillir après la réception en costume traditionnel devant les idoles ancestrales. La meilleure distraction, durant ces scènes molles et traînantes, est d'examiner le travail des maquilleurs chargés de transformer en nippon Mademoiselle Annabella et Monsieur Charles Boyer. Le résultat varie selon les éclairages. Mademoiselle Annabella est ravissante dans le costume de Madame Chrysanthème. Elle change un peu trop souvent de toilette européenne. Quant à son rôle, il est manifestement au-dessus de ses forces. Mademoiselle Annabella est charmante, très vraie, en petite parisienne, guidée par René Clair. Mais, pour l'instant du moins, il lui est difficile de faire autre chose. Elle aurait beaucoup à apprendre, et malheureusement son état de vedette consacrée ne le lui permet guère. Monsieur Charles Boyer, devenu en peu de temps notre meilleur jeune premier de cinéma, attache, dit-il, une certaine importance à sa composition du marquis Yorizaka. On le conçoit car elle a dû lui demander maintes retouches. Qu'il veuille personnifier la courtoisie, la pudeur ou la duplicité des Asiatiques, presque toutes ses intentions sont justes, partent d'une observation intelligente, mais le geste est loin de pouvoir toujours combler les différences ethniques. Dès que l'escadrille nippone lève l'ancre pour la grande bataille, celle de Tsushima, pendant la guerre russo-japonaise, c'est un second spectacle qui commence, et qui fait vite oublier le premier. On ne l'attendait pas. On se croyait blasé depuis longtemps par les formidables parades navales du cinéma d'Amérique. Le plus grand mérite de M. Nicolas Farkas est d'avoir compris qu'il convenait d'éviter les déploiements de force trop décoratifs. À Hollywood, le marin et marquis Yorizaka eût coulé non pas un, mais 10 cuirassés de ligne, en pointant lui-même la plus grosse pièce, et sans qu'un obus s'égara. On aurait éventré artistiquement une flotte de vieux rafiaux. Puis, en fourchant un hydravion, le marquis serait allé achever à coups de mitrailleuse l'amiral ennemi debout sur la passerelle de son dernier torpilleur. C'est ainsi que les choses se passent dans Capture, le démon du sous-marin, les titans du ciel. La bataille européenne est vue non pas d'un observatoire idéal qui n'existait même plus du temps de Nelson, mais de quelques postes de combat. Quelques spectateurs seraient peut-être dépités s'ils apprenaient que les tableaux les plus impressionnants du combat n'ont pas nécessité de reconstitution périlleuse, qu'ils sont pour la plupart empruntés aux archives des actualités. L'habileté de M. Farkas est justement de les avoir insérés dans l'action, de nous faire croire que nous les voyons à travers les hublots de la tourelle, les lorgnettes du commandant. Nous ne quittons pas le cuirassé de Yorizaka en grand branle-bas.
son activité fébrile et précise, ordonnée, à coups de porte-voix, de téléphone. La mission des canonniers, des timoniers, des infirmiers, les drames de chaque minute auxquels il faut pourvoir à travers les explosions, la tourelle qui ne répond plus, l'incendie dans les soutes. Aucune surenchère. Cependant, le sang-froid, l'héroïsme anonyme, la discipline sont décrits rigoureusement. Peut-être des artilleurs ou des marins découvriront-ils des inexactitudes de détails, mais ils seront entraînés comme le public par la force du mouvement.